Bonjour, nous sommes le mardi 18 octobre 2016, c'est la rentrée des concerts à la salle Cortot, l'association Animato, et je vais vous parler de ce qui est commun à l'histoire de l'astronomie et à l'histoire des sciences sociales. Vous savez que l'histoire de l'astronomie est marquée notamment par le passage d'une vision globale et unitaire du ciel, le Shamaïm des Hébreux, le firmament. Le Shamaïm qui est un mot pluriel, mais qui signifie la totalité des points lumineux dans le ciel, en dehors justement des Soleil et la Lune qui sont mis en parallèle, mis en contrepoint, si vous lisez le livre de la Genèse. Et ce n'est que plus tard que on va découvrir qu'il y a une différence entre les étoiles et les planètes. Et donc on va introduire une polarité. Je précise quand même toutefois que ça ne signifie pas que l'astrologie soit née à ce moment-là. Parce que une de mes thèses, probablement des plus contestées, c'est que l'astrologie est l'œuvre d'extraterrestres, qui avaient donc des connaissances sur le cas du ciel bien avant que les hommes de notre planète les aient acquises. Tout le décalage entre les choses telles qu'elles sont et les discours que l'on peut avoir sur ces choses. Entre la subconscience et la surconscience. Souvent, le discours sur le monde est complètement décalé par rapport à ce qu'est le monde. Et alors, quand je regarde les sciences sociales, aujourd'hui, j'ai le même sentiment de globalisation autour du mot homme que l'on pouvait avoir autrefois autour du mot ciel, c'est-à-dire ou cieux, c'est-à-dire à la fois un singulier qui est global ou un pluriel qui suppose une infinité de possibles, et qui n'est pas catégoriel, n'est pas dans la dialectique. Ce dont souffrent les sciences sociales aujourd'hui, l'échec des sciences sociales depuis 200 ans, c'est de ne pas avoir trouvé dans l'astrologie des éléments d'inspiration. Il ne s'agit pas de reconnaître l'astrologie, mais à la fin du XIXe siècle, il y a eu un mouvement d'astrologie dite scientifique, notamment animé par le commandant Paul Chouinard, qui écrivait souvent sous le nom de Paul Flambard, et qui était polytechnicien, et qui voulait rénover l'astrologie. Et malheureusement, donc c'était dans les années 1890-1900, quelques. Malheureusement, le lien ne s'est pas fait avec le monde de la sociologie et le monde de l'astrologie, la nouvelle astrologie. Et un siècle plus tard, on n'est pas plus avancé. Les astrologues ne sont absolument pas arrivés à, même s'il y a une thèse de sociologie de Madame Elisabeth Tessier en 2003, je crois, à la Sorbonne, en sociologie, sous la direction de Maffezoli, avec dans le jury, je crois, des gens intéressants. Eh bien, on n'avance pas. On n'avance pas. On fait la sociologie de l'astrologie, ça c'est possible, mais on ne fait pas l'astrologie de la sociologie. Et c'est bien fâcheux. Et donc là, on passe à côté d'une polarité.
on ne veut plus, mais on est plus dans le déni que dans la méconnaissance totale. Mais malgré tout, quelque part, on est quand même on est quand même dans le même état d'indifférenciation qui existait quand l'astronomie était dans les limbes. C'est-à-dire que l'on ne pense pas correctement, le public n'a pas les outils intellectuels pour penser la différence entre les hommes et les femmes. On en reste à des clichés, à des poncifs. Au mieux. Et puis généralement, on est tout simplement dans le déni. Parce qu'effectivement, cette différence entre les hommes et les femmes, elle n'est pas si simple. De même que la différence entre les planètes et les étoiles, au premier degré, elle n'était pas si simple à établir. Il fallait un suivi, il fallait une temporalité, il fallait noter les mouvements des astres les uns par rapport aux autres. De même que pour comprendre ce qui distingue les hommes et les femmes, il faut aussi situer les choses dans le temps. Montrer que ce que font les hommes est quelque chose de plus stable quelque part, de plus profond que ce que font les femmes, comme les étoiles par rapport aux planètes. N'oublions pas que les étoiles sont porteuses de lumière, les planètes ne font que refléter cette lumière, et que les planètes ne font que graviter autour de l'étoile. Même si on peut dire qu'elles sont issues de l'étoile, c'est un problème de cosmologie. Et donc on ne dispose pas en cette fin d'année 2016, on ne dispose toujours pas de discours sur l'homme et la femme qui soit digne de ce nom. Et le public n'a pas les outils pour en parler de manière intelligente. Vous voyez donc la comparaison me paraît assez judicieuse. Les astrologues eux-mêmes, d'ailleurs, ce qui est assez comique, les astrologues eux-mêmes n'assument pas pleinement non plus cette dualité. Alors que devrait être eux, normalement, qui devraient le faire en premier. Parfois, ils nous parlent de yin-yang, etc. Mais finalement, ça reste très superficiel. Encore hier, je discutais avec une personne, elle m'a parlé du masculin et du féminin. Bon, c'est quelques banalités qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui sont d'une sorte de comme ça. Alors c'est amusant parce que quand on laisse les gens sans une grille intéressante, ils s'accrochent à des clichés encore plus anciens et encore plus éculés. Donc on ne peut pas laisser les choses en état. Mais les astrologues sont coupables aussi parce que ils n'assument pas la dualité véritablement. Bien sûr, on peut trouver des éléments dans ce sens, mais ils sont noyés dans beaucoup d'autres choses. Le fameux thème astral qui est un thème unisexe en quelque sorte, est la preuve même pour eux que l'homme et la femme ne se distinguent pas, puisqu'ils ont le même thème astral. Enfin, ils ont le même type de thème astral, ils sont pas, chaque thème astral étant différent, bien entendu, mais ils ressortent de la même structure. Alors, je voudrais aussi insister sur le fait qu'il ne faudrait pas exagérer non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certainement une dimension mécanique, machinale, dans le monde, c'est ce que j'appelle le monde de la maisonnée, c'est-à-dire quelque chose qui est très automatique, on parle d'automate, et les femmes appartiennent à ce champ-là. C'est comme des planètes qui tournent comme ça, de manière automatique. Alors que là, l'étoile, elle reste là, elle ne bouge pas. Donc si elle ne bouge pas, elle n'est pas dans les automatismes, dans les mécanismes. Pas de la même façon. Mais il y a une autre dimension qu'il ne faudrait pas oublier, bien entendu. C'est la dimension masculine. La dimension masculine n'est pas une dimension mécanique. Donc quand je parle d'astrologie, quand je parle de cyclicité, je ne veux pas dire que l'humanité se réduise à cela, en aucune façon, qu'on me comprenne bien. Bon, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une discipline que je veux mettre en évidence, mais les sciences sociales probablement ont d'abord mission de travailler sur cette dimension mécanique de la vie sociale et de montrer que les femmes et les hommes n'ont pas le même rapport à ce mécanisme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille que cela épuise le sujet. Il y a toute la dimension de la seigneurie, la dimension masculine, qui est bien entendu, qui va être marquée par cet environnement féminin, bien évidemment.
ces femmes qui vont avoir des attitudes, des tropismes complètement différents par rapport aux hommes. En phase alpha, elles vont se rapprocher d'eux, en phase oméga, elles vont s'en séparer. Tout ça ne peut pas ne pas agir sur les hommes, mais néanmoins, eux-mêmes, ils ont une certaine liberté que n'ont pas les femmes, et qui est en dialectique avec ce côté mécanique qu'on voit très souvent dans le comportement des machines, des femmes, des animaux de trait comme le cheval, tout ce qui est mécanique, tout ce qui fonctionne, et qui est fiable, qui est nécessaire quelque part. Mais en même temps, il se pose un problème politique complexe, à savoir que, on en parlait hier à propos d'une réunion à la mairie du 3e, un café philo sur le travail, que à un certain moment, l'homme se rend bien compte, c'est la phase oméga de l'astrologie que je développe, il se rend bien compte qu'il pourrait très bien vivre sans la maisonnée, il pourrait très bien vivre sans les machines, il pourrait très bien vivre, ou alors avoir un rapport extrêmement ponctuel, très limité avec les machines, avec les femmes, etc., avec les animaux, mais que quelque part, il a les potentialités qui lui permettent de s'en passer. Et c'est ce qui est la prise de conscience ascétique, plus ou moins, de la phase oméga. De même que les femmes croient aussi en phase oméga pouvoir se passer des hommes et pouvoir capitaliser avec tout ce qu'elles ont accumulé. Parce que le capital, c'est aussi un objet extérieur, quelque part. C'est un objet qui n'est pas dans le cours des choses. Donc elles ont accumulé un capital au niveau scientifique, au niveau artistique, au niveau philosophique, qu'elles peuvent gérer, qui est un capital qui vient des hommes, tout comme la technologie vient des hommes, mais elles en profitent, elles l'exploitent, et à la limite, elles se disent qu'elles peuvent très bien se passer des hommes, puisqu'elles ont tout ce capital accumulé, engrangé. Vous voyez, donc les choses sont relativement complexes, et je crois que là, je suis en train d'apporter quelques éclaircissements sur ma démarche intellectuelle. Les choses sont plus complexes que cela. Enfin, je voudrais éviter qu'on croie, que j'oublie, paradoxalement, par un excès inverse, la dimension de liberté, de créativité. Et alors justement, j'en parlais hier dans une autre vidéo, je disais que le mot travail est un mot qui doit être réservé aux machines, au monde d'en bas de la société. D'ailleurs en espagnol, trabajo, curieusement, ça fait penser à bajar, qui est des bajos, c'est-à-dire qui est en bas. Et donc les gens qui travaillent sont des gens qui sont dans un processus mécanique. Ils lisent des textes, ils font marcher des machines, ils ont besoin d'un objet extérieur. Alors c'est toute la question. J'en parlais l'autre jour avec une dame qui faisait de la musique, je lui disais, oui c'est bien d'utiliser des tambours, des bols, etc. Mais il faut aussi parfois ne se servir que de son corps, que de sa voix, que de son sifflement, que de ce qu'on peut faire quand on frappe sur son corps, la body music, comme on dit, je crois. Et le recours à des instruments extérieurs est fâcheux quelque part. Voyez-vous, et en phase oméga, et on n'est pas actuellement dans la phase oméga, mais on y sera dans 2 ans, 3 ans, de toute façon c'est des phases très courtes, puisque tout est cycle de 7 ans. La phase oméga est une phase qui va nous inviter à nous passer des objets extérieurs. Et quand je dis objets extérieurs, j'entends tout ce qui est extérieur au monde des hommes, au sens de l'homme, du masculin. Donc effectivement, bon voilà, donc il faut s'attendre à cela. Actuellement, on est plutôt dans une phase de fusion où on est intéressé par l'autre, on va vers l'autre, moi par exemple j'étais très content de pouvoir mieux utiliser l'ordinateur, etc., pour pouvoir faire mes vidéos, les envoyer, etc. Mais en même temps, c'est une phase typiquement alpha. La phase oméga va m'inviter dans quelques temps à me dire attention, bon, ne dépendez pas des machines, ne vous excitez pas parce que vous savez faire marcher un téléphone portable ou un ordinateur, ou une femme, ou un animal, parce qu'on peut aussi savoir apprendre à monter à cheval, ce que je fais, ou à utiliser des skis, ou à utiliser tout ce qui est l'idée de faire corps avec l'objet extérieur est typiquement de la phase alpha. Et la phase oméga nous invite à nous
distancier, à prendre nos distances par rapport à cette dépendance à l'altérité. Et bon, en revanche, bien entendu, comme dans un monastère, en quelque sorte, l'idée d'une communauté masculine, c'est tout à fait autre chose. Son prochain à ce niveau-là, c'est tout à fait autre chose, on peut très bien communiquer avec lui. Mais utiliser, faire entrer dans son monde des éléments qui sont d'une autre nature, qui sont des éléments mécaniques, qui sont des objets, qui sont des projectiles. Et je disais l'autre jour à quel point les projectiles étaient une chose dangereuse, que tout objet pouvait être un projectile, tout objet peut être un vecteur de mort. Et en ce sens-là, je serais d'accord avec Heidegger, comme en parle Glucksmann, à savoir que les génocides, même la Shoah par exemple, sont la conséquence, sont l'alarme de cette emprise de la machine. Je ne suis pas en train de disculper les nazis, mais je veux dire que, quelque part, pour moi, le véritable bilan, c'est la machine. C'est le train qui a amené les déportés au camp, ce sont les fours, ce sont les baraquements, etc. Tout ça. Et puis, de toute façon, on sait très bien que dès que dans une salle, il y a quelqu'un qui a un pistolet, ça perturbe le fonctionnement. Mais on peut aussi assassiner quelqu'un avec un objet quelconque, avec une chaise, avec n'importe quoi. Donc l'objet est quelque chose qui est porteur de mort. L'objet, c'est le thanatos, quelque part. Et dans tous les sens d'humeur, non seulement mort physique, mais également mort morale. Pour l'homme, en tout cas.